La partie 2 qui concerne la Betclic Elite, puisque on démarre la saison 2023-2024 après-demain, on est jeudi. On va sûrement diffuser, si c'est pas trop long et pas trop nul à la fin, cet épisode vendredi ou samedi matin. L'année dernière, Monaco a donc été champion. Pau et Fos rétrogradés en Pro B. Alors, sauf changement en cours de saison, il y a 3 descentes cette année. Donc ça va être encore plus compliqué et très chaud jusqu'à la fin de la saison. Comment vous voyez cette saison? Et puis comme on est en plein dans le guide BetClick Elite, on va pouvoir passer équipe par équipe en revue avec Clément qui a un peu plus, je dirais pas travaillé, mais en tout cas il a plus d'équipes en charge. Et puis Pascal qui aura quelques mots à dire sur les équipes. Vous revenez du Médiadaire, donc on va pouvoir commencer avec Blois. Est-ce que Blois, c'est le pari de la jeunesse, Clément? Comment ils vont faire après quelques changements majeurs cet été? Blois, comme grand nombre d'équipes en Betclic Elite, tout est misé sur le maintien. Savovicevic, le coach de Chalon, disait qu'il y a 60 à 70% des équipes qui vont faire uniquement, jouer uniquement pour le maintien. Blois, évidemment, avec son petit budget, même si Blois a beaucoup augmenté en part de budgétaire, puisque je crois qu'il monte à 4 millions et demi de budget, alors qu'ils étaient à 3,5, je crois, cette année. Ils ont augmenté leurs moyens. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu conserver leur cadre pour diverses raisons, mais donc Tyron Johnson et Thomas Corneli sont partis. Et pour les remplacer, ils ont fait un vrai pari qui est aussi lié au budget, évidemment, c'est de miser sur de jeunes Français. C'est évidemment le pari qui coûte le moins cher, mais il faut quand même souligner que Armel Traoré et Milan Barbic vont avoir un rôle essentiel dans la construction du roster. Ils vont avoir une place centrale. Il y a 4 Américains pour compléter le tout, mais ça fait quand même beaucoup une mission très importante pour ces 2 jeunes joueurs, en plus d'un banc qui est composé de Maxime Sconard et de Timothée Vergia. Non, Maxime Sconard, ce n'est pas une insulte à Maxime, je le dis. C'est juste le jeune joueur qui vient de Mayotte, qui a été formé à Gravelines, qui lui a signé son premier contrat professionnel. Voilà, donc c'est des joueurs peu référencés pour l'instant, auxquels je dois ajouter aussi Brice de Serre qui est resté, qui est sous contrat encore jusqu'en 2025. Ça fait beaucoup de jeunes joueurs français. Évidemment, quand on a ce pari-là, vous savez tous que c'est difficile de survivre, mais par contre, il y a toujours la possibilité de se réadapter, réajuster au courant de la saison. Et je pense que Blois a gardé en tête ça s'il y a un changement à faire au milieu de la saison. Au niveau des Américains, ils ont misé sur Tobin Carberry, qui vient de D2 Turc et qui, un peu à l'image de Matt Morgan, l'année dernière avec Le Mans, avait cartonné lors des 2 dernières saisons. Et même, il avait fait un passage en Islande où il avait fait un match à plus de 70 d'évaluation. Bon, c'est l'Islande, mais ça vous présente le toujours les marquer, les voilà. Je pense que le jeu, la création va reposer essentiellement sur Milan Barbic et Tobin Carberry. Et au-delà de ça, après, il y a quand même une petite chose sur Blois qui est la dimension athlétique du poste 5. C'est pour moi une difficulté parce que le poste 5 qu'ils sont allés chercher est certes champion d'Allemagne sortant, Josh Hawley, mais il n'a pas encore beaucoup de références et il a été utilisé principalement sur le poste 4 quand il était en Allemagne. C'est pas un très grand pivot en taille et Brice de Serre a quasiment pas joué de la pré-saison. Donc on peut se demander face, je sais pas, admettons un Nancy avec un Chevon Thompson ou d'autres, comment ils vont arriver à prendre des rebonds parce que je me souviens d'un match où j'ai vu qu'ils avaient été dominés en pré-saison 40-20 au niveau des rebonds. Donc c'est des petits détails, mais je pense que ce secteur intérieur sera quand même à surveiller et ce pari de la jeunesse également. Voilà ce que je peux dire pour Blois. C'est quand même une
équipes du trio quatuor de queue de peloton au niveau financier et ils sont obligés de faire des paris. On verra sur le terrain ce qu'il en est, mais l'équipe est plus ou moins équilibrée. Il y a plutôt du volume athlétique sur tous les postes, sauf sur le poste 5. C'est mon interrogation à moi, mais on verra ce que les premiers matchs disent. C'est la vérité du terrain, comme on dit. J'admire la mémoire toute fraîche de Clément, qui n'a pas de notes, je peux le certifier, et qui nous sort la liste, le roster de Blois. Alors moi, je suis incapable comme ça de... Autant Maxime Sconard, je pense qu'il le dit souvent quand on raccroche ensemble. Ouais, mais c'est surtout les Américains. Il y a un turnover en Betclic Elite qui est abominable. Il y a des équipes qui ont changé tous leurs joueurs non JFL. Et souvent, c'est quand même des joueurs qui ne sont pas référencés. Je veux dire, enfin... Nous, on est journalistes, on n'est pas scout, on n'est pas directeur sportif, on n'a pas visionné X matchs dans l'année pour repérer des nouveaux joueurs. Nous, ça nous arrive comme ça. C'est un raz-de-marée de nouveaux joueurs qui arrivent durant l'été et donc qui sont pour la plupart, on ne les connaît pas. Voilà. Et il faut les mémoriser. Et moi, plus ça va, plus années passent et plus j'ai mal à mémoriser. Merci Google, merci YouTube, merci Pro Bowlers, merci Eurobasket. On fera un jour si on perdure ce genre d'émission, un débat sur l'évolution justement globale du basket et la façon d'avoir l'information au fil du temps. Il faut faire venir Vincent Loriot sur ce sujet. On fera venir Vincent. Quand je citais tout à l'heure ceux qui passent leur temps à visionner des matchs, je connais bien Vincent Loriot, le directeur sportif du Mans, puisqu'on a travaillé ensemble pendant 20 ans. Il était journaliste avec moi à Maxi Basket. Et déjà à l'époque, il regardait des matchs pour le plaisir. Il avait déjà des contacts avec tous les agents de France et de Navarre. Il préparait déjà sa reconversion. Mais nous, on n'est pas des spécialistes du recrutement. Donc il nous faut du temps pour comprendre qui est qui, quoi. Voilà. Je vous ai pas laissé beaucoup de temps, mais on va faire avec. Deuxième équipe, c'est Boulogne. Il leur arrivait finalement rien cet été, mis à part qu'on a attendu pendant très longtemps avant de savoir ce qui allait se passer. Et là, c'est vivre, voire survivre sans Wemby. Comment tu vois la saison qui arrive, Pascal ? En fait, alors d'abord, ils ont failli mourir pour la deuxième fois d'affilée. Et tu dis Boulogne, mais en fait c'est encore Boulogne-Levallois, puisqu'ils vont continuer de jouer à Levallois, alors qu'à un moment c'était le divorce absolu. Ils ont signé jusqu'en 2025. Bah oui, mais Monsieur le maire nous avait donné le problème, c'est que l'aréna qui devait être construite à Boulogne, je suis pas sûr qu'on verra un jour la première pierre. Donc ça c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est qu'ils ont non seulement perdu Wemby. C'est ce qui est le plus spectaculaire. Ils ont perdu aussi Vincent Collet, le coach de l'équipe de France, et ils ont perdu, et ce qui est peut-être le plus important, Alain Weiss, qui était, on va dire, le grand Manitou sur le plan sportif du club, qui était l'ami du maire de Boulogne. Donc, ils sont vraiment repartis de zéro, avec juste Lao Konaté sous contrat. On a vu quand même des départs qui ont pu paraître surprenants. Et donc, il a fallu faire un recrutement en vraiment quelques petites semaines, en commençant par le coach. Et donc, ils ont vraiment débauché Laurent Forest, puisqu'ils l'ont empêché d'aller à la Coupe du Monde, alors qu'il était en préparation avec l'équipe de France. C'est quand même aussi tout à fait spécial. Et puis après, ils ont construit leur équipe. Je dirais qu'avec le temps imparti, il me semble que c'est pas si mal. Voilà. C'était difficile de faire mieux, en tout cas, avec le peu de temps qu'ils avaient. Voilà. C'est sûr. Et avec un budget qui, bien sûr, est en diminution. Surtout qu'ils ont eu un certain nombre de joueurs avec lesquels ils étaient en discussion. Et au final, le temps a parlé contre eux, puisque pendant un mois, toutes les équipes ont construit leur roster. Et les joueurs ne pouvaient pas faire attendre les autres clubs en attendant. Donc, ils se sont passés à côté forcément de quelques coups. Et ils ont quand même réussi à en faire. Jordan Theodore, c'en est un. C'est un meneur de jeu, lui aussi il est naturalisé, je ne sais plus trop quoi, macédonien, un truc comme ça, qui est un solide joueur du basket européen, d'Euroleague, mais pas que. Et je pense que pour eux, alors il doit avoir, il a dépassé les 30 ans, mais normalement il est encore compétitif. Donc ça c'est un bon coup.
sur les JFL, évidemment, on pense à Alex Toupane, qui a été un petit joueur de NBA, mais qui a joué aussi aux Zalgiris et Olympiakos, si je ne m'abuse, qui a été quand même, il faut dire, un peu décevant à Paris, notamment perturbé par des blessures, mais le récupérer durant cette intersaison-là, c'est quand même une performance. Alors, je ne me prononcerai pas justement sur la plupart des recrues comment dire, américaines. D'ailleurs, sur les recrues américaines des autres clubs que j'ai présentés, j'ai été très très prudent parce que je ne les ai pas vus jouer. Je ne vais pas faire le malhonnête. Je ne les ai pas vus jouer et ce n'est pas leur référence qui fait dire la plupart du temps « Ah, celui-là, c'est bon. » Non, ça incite vraiment à la prudence. Alors, ce qui va faire drôle quand même aussi à Levallois, parce que c'est un club où je vais de temps en temps, puisqu'il est situé à Paris, c'est que l'année dernière, il y avait une effervescence invraisemblable, évidemment, en raison de la présence de Victor Wembanyama. C'était sold out, guichet fermé. Non seulement, soyons français, je ne vais pas être comme ceux que je critique. Non, c'était guichet fermé, non seulement au niveau des spectateurs, mais également dans la tribune de presse. C'était très, très spectaculaire. Alors qu'en temps normal, dans la tribune de presse de Levallois, ou surtout la conférence de presse d'après-match, c'est arrivé qu'on soit deux, un journaliste de l'équipe, un journaliste de la ville d'en face, et moi. Donc je suppose que quand j'y vais pas et que le quotidien local adverse ne dépêche personne, il y a dû arriver où il y avait zéro journaliste en conférence de presse. Donc je crains que ça revienne à ce niveau-là. Voilà. Il n'y aura plus Picsou Magazine ? Il n'y aura plus Picsou Magazine. C'est pour les matchs à Bercy, ça. Accor Arena. Il n'y aura plus de match à l'Accor Arena, à mon avis. Qui sait ? Non, c'est Paris qui va... Enfin, on en parlera tout à l'heure. Bourg-en-Bresse, Clément, est-ce que c'est la saison de l'éclosion pour Zachary Rizaché ? Est-ce qu'au niveau du banc, ils vont avoir justement la profondeur de banc pour tenir une saison avec le champion, enfin la Coupe d'Europe ? Et qu'est-ce que tu en penses de cette équipe ça fait quand même plusieurs saisons que c'est vraiment solide. Ils n'ont jamais eu de pic exceptionnel à finir en finale, mais ils ont rarement fait peur. Et c'est un club qui se construit vraiment bien sur des bases très solides. Alors, pour l'éclosion de Zachary Rizaché, c'est le pari que fait Bourg-en-Bresse, évidemment. Zachary Rizaché qui est attendu sans doute dans le top 5, top 10, peut-être top 3 de la prochaine draft. Le problème, c'est qu'il y a 12 joueurs à faire briller dans cet effectif et que ces 12 joueurs, ils sont tous très talentueux. Donc, comment faire évoluer Zachary Rizaché dans un profil d'équipe qui est finalement assez similaire en termes de nombre, pas en termes de qualité, à celui de l'Asvel, puisqu'il y a quand même 12 joueurs à faire jouer, même s'ils ont décidé quand même de laisser la place sur le poste 3 à Zachary Rizaché. Donc on verra selon son utilisation, mais Freddy Fotoux disait il n'y a pas longtemps encore dans un entretien à la Voix de l'Ain que c'était une responsabilité aussi d'avoir un jeune talent à développer en ayant aussi une équipe à faire performer, puisqu'il y a quand même l'Eurocup à jouer pour la JL Bourg, et que je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont constituée, il y a quand même des choses à faire dans cette compétition-là. D'une part par ces 12 joueurs, mais aussi par la qualité des recrues. Les 3 recrues majeures américaines sont pour moi excellentes. Il y a Jaquan Lewis qui est un meneur qui a brillé chez un promu allemand Rostock l'année dernière et qui était avec TJ Shorts, c'était les 2 meneurs les plus importants de la Bundesliga l'année dernière. Il a fait une bonne préparation. Il y a Bryce Brown qui est un shooter hors pair. Il est à 17 points de moyenne sur la pré-saison parfaite de Bourg-en-Bresse qui termine sans défaite sa pré-saison. C'est un shooter pur, 50% à 3 points sur la pré-saison, et c'est des stats similaires qu'il avait au-dessus de 40% partout où il est passé. Donc je pense que en termes de remplacement d'un mec comme Jordan Floyd l'année dernière, on a quelqu'un qui est similaire, mais qui en plus... ils ont voulu changer un petit peu la complémentarité de l'équipe en donnant les rênes
un meneur plus créateur, donc Jaquan Lewis, pour libérer de l'espace à Axel Julien en poste 2. C'est ce qui a forcément marché pendant la pré-saison, sinon ils auraient perdu quelques matchs. Et en plus de ça, ils apportent une dimension scoring qui est très importante avec Bryce Brown. Et autour de ça, il y a d'autres recrues comme Morgan, qui vient de Bonn, qui a tout gagné. Donc on parlera de Paris tout à l'heure encore en Eurocup, mais qui faisait la deuxième évaluation de l'équipe de Bonn l'année dernière et qui arrive en tant que presque titulaire aux côtés de Zachary Zaché sur le poste 3. Et aussi, ils ont récupéré, en plus de leurs jeunes qu'ils ont gardés, comme Hugo Benitez, Kevin Kokila, qui sort d'une Coupe du Monde avec l'Angola, ils ont réussi à attirer Bodian Massa, par exemple, un international français, quoi. Tout ça fait dire que... peut-être pas envie de jouer avec Massimo à Strasbourg. Sans doute, mais aussi il avait l'assurance de pouvoir disputer une Coupe d'Europe, et je pense que pour un joueur qui monte comme Bodian Massa, c'est une bonne résolution que de se dire je vais dans un club qui est obligé en Coupe d'Europe. Donc voilà, toute cette équipe-là me paraît très bien construite avec une profondeur de banc qui est exceptionnelle pour une équipe qui n'est pas l'Asvel, qui n'est pas Monaco et qui a un budget qui est, je crois, de 7 millions d'euros. C'est quand même le 4e budget de France. C'est un club qui est parfaitement géré au niveau financier et qui bénéficie en tout cas de l'expertise de François Lamy au niveau du recrutement, parce que ce recrutement américain, je suis certain qu'il va faire des dégâts dans cette Betclic Elite qui est très physique. Alors ensuite, des voisins presque, Chalon-sur-Saône qui revient en Pro A, en Betclic Elite, après 2 saisons en Pro B. 2 saisons. 3, ouais. Antoine Eito, alors Michael Gélabal qui a quitté Chalon-sur-Saône. Mais qu'est-ce que tu peux dire sur cette équipe et sur la saison qui les attend? Est-ce qu'on a des nouvelles de Michael Gélabal? Est-ce qu'il veut poursuivre sa carrière ou c'est dans l'impasse? Michael Gélabal aurait aimé. Maintenant, la discussion tourne plutôt autour de lui trouver un poste, pas forcément au niveau sportif pur, mais plus dans le front office. Je sais qu'il n'a pas encore passé tous ses diplômes par rapport à ce qu'il demande. Donc les discussions sont en cours et on verra en cours de saison quel poste il peut récupérer à Chalon-sur-Saône, sauf s'il a trouvé un autre projet sportif qui était, en tout cas il y a quelques semaines, encore d'actualité. Au-delà de Michael Gélabal, Chalon-sur-Saône... Michael Gélabal, excusez-moi. On a un Français là. Michael Gélabal. On a... Chalon-sur-Saône, l'année dernière, avait failli se séparer d'Antoine Eto. Ils ont finalement choisi d'avoir Antoine Eto comme leader avec Savo Vucevic cette année, et il les a portés tout au long de la saison vers la Betclic Elite. Ils ont décidé, même à 35 ans passés, de lui offrir un contrat sur 3 saisons et de construire sur Antoine Eto. Et voilà, c'est un pari aussi en quelque sorte, puisqu'il faut accepter de donner des responsabilités à un joueur qui arrive à 35 ans passés. Mais c'est quand même une garantie d'avoir un battant pour mener le jeu. On l'a vu hier, il n'a pas 1 gramme de graisse. C'est sûr. Il est en forme. Il est très en forme. Des joueurs à 35 ans qui sont... Et puis il en veut, quoi. Il en veut. Enfin, je pense que d'avoir un meneur comme ça qui a envie de prouver de toute façon, ça peut que aider à tirer le groupe vers le haut. Et puis Savo Vucevic est un coach très expérimenté. Je n'ai pas de difficulté à imaginer que cette équipe, elle va se porter, elle va se projeter en tout cas. Et les Américains qu'il y a dans le recrutement, c'est des Américains qui ne sont pas très connus, c'est vrai, mais ils sont tous les deux expérimentés. Donc Jermaine Love et Dirk Williams, c'est 2 joueurs qui me paraissent complémentaires, et en même temps, c'est une équipe qui est très expérimentée, Chalon-sur-Saône, alors que ce n'est pas forcément des noms qui sont extraordinaires. Là, par exemple, il y a Alexei Nikolic qui a été titulaire par moment sur la Coupe du Monde avec la Slovénie. Il était à Bamberg avant, lui. Ouais, voilà. Et il a fait, client, par contre, l'année dernière, il a quand même fait une saison entre 3 clubs à être bourlingué entre l'Italie et l'Espagne. Mais voilà.
Ils ont quand même fait un choix à la fin de se renforcer d'un poste 4 lituanien supplémentaire, parce qu'ils montaient avec le même secteur intérieur, poste 4-5, donc Lionel Godou, Mathias Markusson, Kenny Baptiste et Olivier Cortal qui viennent tous de Pro B. Ils ont décidé de venir avec un joueur supplémentaire pour étoffer ce secteur intérieur. Donc je ne connais pas assez bien ces joueurs-là pour vous en parler précisément. Mais ce que je peux me dire, c'est que cette équipe, elle paraît complémentaire, équilibrée et expérimentée par rapport à toutes les autres équipes qui misent beaucoup sur la jeunesse, finalement, à part Kenny Baptiste et Vukovic, mais qui aura le fils de Savo Vucevic, mais qui aura un rôle très mineur dans cet effectif. Il n'y a pas vraiment de jeunesse à faire progresser, de pari sur l'avenir, je ne sais pas, comme un Melvin Aginsa qui doit être projeté vers la draft à Saint-Quentin, comme un Milan Barbic à Blois. Peut-être que Chalon-sur-Saône est plus expérimenté que d'autres. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Ok, alors, va falloir que tu enchaînes. Bois un petit peu d'eau si tu veux, puisqu'on passe à Cholet. Est-ce qu'ils peuvent surfer sur la vague? Alors la vague de la Coupe d'Europe l'année dernière, ils ont fait une superbe saison. Pareil, pas mal de départs cet été, un peu de soucis au niveau financier puisque je crois que leur budget baisse. Ils gardent le même coach, mais comment tu vois les choses pour cette saison? Déjà, ils commencent la saison avec 9 joueurs. C'est au vu de la concurrence qu'il y a sur toutes les équipes qui doivent d'abord sécuriser leur maintien avant de pouvoir jouer les playoffs, c'est une forme de pari. Alors, ils n'ont pas pu recruter pour l'instant pour des raisons financières. Le 10e joueur, il va peut-être arriver sur le gong. Mais déjà, c'est une forme de pari. La deuxième chose, c'est qu'ils ont fait un recrutement aussi de pari en quelque sorte, même si Wojtek Ruban, qui est le capitaine de la sélection tchèque, je le connais très bien, qui est le meilleur marqueur de la BCL, de l'histoire de la BCL, est un joueur très expérimenté. Il y a Emmanuel Nzekwezi qui arrive du Portel, qui sort d'une très bonne saison. C'est pour moi une des principales raisons, devant Nadir Hifi, de la bonne saison du Portel qui vient de se terminer. Il était meilleur joueur du championnat néerlandais, c'est ça? Meilleur championnat du BNXT. Et il n'a pas de note non plus, Pascal. Non, mais j'en profite. Il y en a un que je connais. Hop, je monte ma science. Là. Voilà. Non, mais est-ce que je maintiens qu'il travaille sans note. Hein. Il sort les noms comme ça. Moi, je suis épaté. Moi, j'arriverai à sortir les noms en fin de saison. Même pas parce qu'il y aura la moitié qui auront été coupés. Donc, Bon, par contre, tu pourrais sortir le nom de Boris Dalot et Dominique Artis qui sont partis. Et c'est quand même deux énormes pertes. Sur la main, ils ont réussi à garder TJ Campbell, d'accord, qui est un gagnant, qui a prouvé à de maintes reprises, mais qui commence à un peu vieillir. Ils ont parié sur Gary Blakes, qui n'avait pas forcément toujours brillé dans le championnat de France sur ses derniers passages. Il a même failli atterrir à Saint-Vallier l'année dernière avant de partir à l'étranger. Voilà, toutes ces interrogations-là, c'est pas forcément des joueurs qui sont hyper tous expérimentés, sauf Kim Tilly et Wojtek Ruban, je trouve. C'est plutôt des jeunes joueurs qui sont sur des 2e, 3e, 4e années dans le milieu professionnel Betclic Elite, Enzo Gudusina, Nils Sako, Gérald Ayayi. Et tout ça, ça reste quand même des paris, même s'ils ont réussi tous à leur échelle une première saison en Betclic Elite. Il faut accepter de donner des responsabilités à ces joueurs-là. Voilà. Wojtek Ruban, c'est quand même un gros calibre. Hein. Moi, quand j'ai vu sa signature, j'ai été étonné qu'il ne joue pas dans un club de BCL au moins. Hein. Je veux dire, oui. Là, il se retrouve... Parce qu'en fait, je ne veux pas avoir perdu pied, mais ils font la saison régulière de FIBA Europe Cup, hein, en fait c'est ça. Hein. Alors, ils font les qualifications pour la BCL, et s'ils ne parviennent pas à se qualifier, ils retournent en FIBA Europe Cup. C'est très dur, hein, les qualifications à la BCL. Et en plus, ils sont chargés un bon groupe en Turquie fin septembre. Et puis ça oblige en plus d'être en forme tout de suite, là, alors que... Enfin, on n'est pas forcément dans la meilleure condition. Surtout que Cholet commence à 9, quoi. Donc 9 pour un peu qu'il y en ait un blessé qui ne joue pas, avec des jeunes joueurs. Après, ils ont un centre de formation, normalement, Cholet, il peut fournir
Tout à fait, mais c'est un centre de formation qui sert beaucoup les autres clubs. Je remarque quand même qu'ils ont signé des contrats pro à beaucoup de joueurs, dont Tidjane Salin, c'est le seul qui est resté. Donc d'ailleurs, sans doute une très bonne pioche, puisque j'imagine que comme c'est un prospect de draft, il va avoir des responsabilités dès cette année. Ils ont signé des contrats pro avec plusieurs joueurs, dont Matteo Loret, par exemple, Naol Balfourier, qui sont partis en prêt pendant 1-2 saisons. Là, et ils ne bénéficient pas en fait du cursus de formation qu'ils viennent de faire. Ils estiment peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts pour faire partie des 8, 9, 10 joueurs potentiels. Et qu'une saison en Pro B ou à l'étranger est bénéfique. Donc peut-être que c'est uniquement des responsabilités sur lesquelles ils ne veulent pas mettre trop de responsabilités sur les jeunes joueurs. Mais en tout cas, ils ont sélectionné Tidjane Salin pour le prospect à développer cette année, et sans doute que c'est une bonne idée. Il a montré de très belles choses chez les espoirs. Il a montré aussi sur tous divers camps NBA et de reconnaissance à l'étranger qu'il était capable d'avoir un rôle dès cette année en Betclic Elite. Et comme pour le chéri, il a une sœur qui est internationale, qui est aussi très très bonne, très très prometteuse. C'est rare quand même les tandems comme ça. C'est rare. Fille-garçon. Hein. Il y a la fratrie Rupert aussi. Oui. Non mais c'est rare quand même. Je veux dire, hop, on a 3 cas en très peu d'années. Rizaché aussi. Pardon, la fratrie Rizaché également, parce que Enoa, elle arrive. Oui, voilà. Non, elle est. Alors, ça se répand, alors qu'avant, ça n'existait quasiment pas. Voilà, je rappelle que son équipe nous a permis de faire le record absolu de visite sur basketeurope.com avec les U16. Le championnat d'Europe U16. Dans le même genre que Bourg-en-Bresse, Dijon, équipe solide, club solide. Et est-ce qu'ils sont toujours plus complets, puisque ça fait plusieurs saisons qu'ils sont là, et David Holston est toujours là. Pareil, on l'a vu hier, pas un gramme de graisse, la banane, et il parle français, et c'est bon, c'est parfait. Oui, il parle pas encore super bien. C'est peut-être notre prochain meneur de l'équipe de France, vous me direz. Oui, c'est vrai. Puisqu'il travaille sur un dossier de naturalisation. Au niveau de Dijon, c'est une équipe qui est parfaitement stable depuis plusieurs années. C'est incroyable de voir la continuité avec laquelle ils arrivent à construire un effectif avec des moyens qui sont quand même toujours dans le milieu de tableau. Ça commence à monter. On sent que Dijon a pris une puissance un petit peu économique ces dernières années, mais ils ne sont pas au niveau d'un Bourg-en-Bresse encore, qui a toujours 1 million ou 2 de plus, par exemple. Et Dijon a fait des ajustements qui sont très justes, pour le coup, j'imagine. Vitalis Chikoko, hyper référencé. Ils sont allés chercher aussi Alan Dokossi, qui est très prometteur dans un style très athlétique, ce qui leur manquait par moment l'année dernière. Et ils ont misé sur Cameron Hunt, arrière qui vient de passer 3 saisons à Würzburg, en Allemagne, et qui a un parcours assez hors du commun, puisqu'il ne devait même pas être dans l'équipe 1 de Würzburg au tout départ quand il est arrivé. Puis il arrive à faire 15 points, 16 points de moyenne cette année. Et dans la création autour de David Holston, c'est assez incroyable d'avoir récupéré un joueur comme ça, qui a sans doute été intéressé par jouer la BCL aussi, puisque Dijon la jouera sans passer par des qualifications. Voilà, tout ça me fait dire que c'est très, très juste le recrutement de Dijon, qui reste sur 10 joueurs professionnels, certes, mais qui a sur tous les postes de l'expérience, de la polyvalence. Et Vitalis Chikoko, plus David Holston, plus Cameron Hunt, ça fait forcément oublier McDuffie l'année dernière, qui avait fait une super saison. Et on se dit, qui est-ce qu'ils vont trouver pour compenser? En fait, c'est Cameron Hunt, la recrue, en tout cas qu'on a vu sur la pré-saison. Voilà. Et toujours Nedan Markovic, qui fait un travail remarquable à tous les niveaux, voilà, sur la JD à Dijon. Allez, avant-dernier, et après tu fais une petite pause, c'est Pascal qui prendra le relais. BCM Gravelines, alors tu m'as noté la patte Le Niam. Est-ce que ça suffira? Ça s'annonce peut-être un peu compliqué. En tout cas, compliqué, je ne sais pas, on verra, mais Laurent Le Niam a pu, dès le départ, composer son équipe, ce qui n'était pas le cas l'année dernière avec le
le remplacement de Gigi Jackson. Ça se voyait un peu parfois que c'était pas son équipe. Voilà, Du début à la et fin. il s'en est plein, notamment au niveau des joueurs américains. Il y a eu plusieurs joueurs qui devaient partir. Justin Robinson est resté. Peu importe. Aujourd'hui, il a composé une équipe avec Lauren Jackson et Johnny Beren-Meskel, qui est la doublette de Juan, qui avait plutôt fonctionné avec Jean-Denis Choulet. Il a récupéré Hans Van Veen, qui était un joueur qui a fait sa seule vraie très bonne saison en France à Dijon. Donc je pense qu'il connaît bien. Il a misé par contre sur Landry Noko à l'intérieur, qui a plusieurs saisons d'Euroleague au compteur, mais qui sort de 2 saisons difficiles. La dernière en G-League où il a eu aucun rôle et sans doute quelques problèmes physiques, je crois. Le tout, en fait, le secteur intérieur est très physique. Il y a de quoi bien défendre. J'ai oublié aussi l'ajout de Thomas Corneli, qui a été très intéressant pour sa première saison à Blois, en première division. Voilà, le tout me paraît aussi assez complémentaire. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut pour Laurent Leniam pour avoir une équipe qui lui correspond un petit peu, quoi. Quelques joueurs défensifs. J'ai oublié dans le lot Chris Clyburn, qui est quand même le joueur sur lequel ils espéraient en tout cas miser tout offensivement, mais qui a été remplacé par Caleb Walker en raison d'un problème de genou en début de saison. Voilà, je pense qu'il y a du talent. Ça, c'est indéniable sur l'équipe de Gravelines. Peut-être pas aussi profonde que d'autres équipes. C'est dû principalement au budget, même si le budget Gravelines global est quand même plutôt bon. Voilà, je pense que Laurent Leniam va avoir du travail parce qu'il y a des jeunes joueurs. J'ai aussi oublié Tajjuan Agi, je ne sais pas si on prononce comme il faut, qui a un poste 4-5, qui est très prometteur. Je crois qu'il a été nommé soit MVP, soit dans le 5 majeur de la 2e division allemande. Voilà. Il y a du potentiel, même sur les jeunes joueurs américains. Et il y a aussi Roman Domon, qui est poste 3, un jeune joueur, mais qui a un très gros potentiel. Donc, toute l'équipe a du potentiel. Et il y a quelques joueurs expérimentés, Lauren Jackson, Johnny Beren-Meskel, qui connaissent le championnat. Je parle des joueurs étrangers. Donc, il y a tout pour fonctionner, en fait, au niveau de l'expérience et de la polyvalence. On passe au Mans. Pascal, c'est ton club de cœur, presque. Tu as vécu presque toute ta vie au Mans. Bon, ça y est, maintenant, tu t'es rapproché de la mer. Oui, je suis maintenant entre 2 clubs de Hénin, Caen et Le Havre. Pour vous dire, j'ai fait la remarque hier. J'ai vu la photo officielle et je disais je connaissais davantage les membres du staff et les hommes politiques. Ceux-là, je les reconnaissais sur la photo, alors que les joueurs, bon, il y en a 3-4 que je reconnais, William Snaras, Abdoulaye Ndoye, etc. Mais entre les Américains et les espoirs qui sont sur la photo, honnêtement, je ne sais pas qui est qui. Heureusement qu'il y a les numéros pour me dire ah bah oui, c'est celui-là. Il y a eu beaucoup de changements cette saison. Ils ont changé tous leurs Américains, enfin tous leurs noms JFL, puisqu'il faut parler comme ça. Certains parce qu'ils n'en voulaient plus, mais aussi parce que Matt Morgan, qui aurait peut-être été élu MVP du championnat s'il n'y avait pas eu Victor Wembanyama, bah, évidemment, il est parti dans un club à statut supérieur, les London Lions. Trey Tinkle, qui voulait conserver, autant que je sache, eh bien, il n'a pas accepté leur proposition, il est parti aussi. Donc c'est un peu curieux parce que évidemment c'est tout le mal du basket français, c'est que vous réalisez une bonne saison puisqu'ils sont qualifiés pour la BCL et vous ne pouvez pas conserver un seul de vos joueurs étrangers, sachant que en plus évidemment alors qu'il était toujours sous contrat, donc quelque part ils lui ont fait une fleur, mais on le comprend, surtout qu'ils avaient de très très beaux rapports avec lui. Eh bien Terry Tarpey, je suis en train de réfléchir, c'est Terry Tarpey 3, c'est ça. Terry Tarpey 3, donc il part à Monaco, puisqu'il avait réalisé un championnat d'Europe l'année dernière tout à fait extraordinaire. Et évidemment, il ne va pas refuser de jouer en Euroleague avec un contrat très nettement revalorisé, comme on dit. C'est poli. Oui.
Ça, c'est les bons mots politiquement corrects, ça. C'est comme lorsqu'un club dit il n'y a plus que ou un joueur plutôt, quelques petits détails à finaliser, c'est juste le nombre de zéros qu'il faut sur le chèque, c'est tout. Donc là, il a un contrat de 3 ans, etc. Enfin, c'était quand même la référence du club. Ça fait quand même 2 ans où quand on pensait Le Mans, on pensait Terry Tarpey, quoi. Et là, quand on pense Le Mans, je ne sais pas à quel joueur vraiment on imagine. Il va falloir peut-être un petit peu de temps, surtout que ces joueurs étrangers viennent soit de Chine, soit de G-League. Donc, Et de Turquie aussi. Pardon ? Et de D2 turc. Oui, et de Turquie, comme Matt Morgan. Donc, c'est pas forcément une... Mais en tous les cas, ils sont vraiment connus que des hyper spécialistes. Et dans les hyper spécialistes, il y a Vincent Loriot qui est chargé du scouting. Et c'est pour ça que je dis que c'est une équipe de scouts, parce que un petit peu comme Limoges d'ailleurs, c'est une petite bagarre entre les deux, une petite bagarre tout amicale, parce que je sais qu'ils s'apprécient, entre les deux directeurs sportifs, parce que justement, c'est pas des joueurs qu'on recrute uniquement sur une liste, quoi. Il faut y aller en profondeur. Et comme le club a déclaré que c'était tous leur premier choix, chacun à leur poste, je me dis que ça doit quand même être pas mal, quoi. Voilà, ça doit être pas mal. Mais je leur laisse la responsabilité de leur dire. Moi, je n'apporte pas du tout d'appréciation, en tous les cas sur les Américains. Je trouve que, par contre, globalement, les JFL sont plutôt plus solides que l'année dernière. Je pense que Will Yeguete, après son année de transition à Limoges, après quand même une année blanche due à une opération du genou, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne retrouve pas le niveau qu'il avait au Mans là, quand il a fait ses 3 premières saisons, je crois, où il avait été champion de France d'ailleurs, et il avait été vraiment efficace. Voilà. Et puis il faut nous parler des 30 ans du Mans. Ça, on t'a Oui, dit que tu pouvais y aller. Fais un peu de pub. Ça en vaut la peine. C'est les 30 ans. Oui, c'est les 30 ans du Mans. Alors, non, c'est pas les 30 ans du Mans, c'est les 30 ans du MSB. J'y tiens. Je ne vais pas cacher que j'ai découvert le basket il y a très très longtemps. J'ai découvert le basket l'année de naissance de la maman à Clément, puisque j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc avant, c'était le SC Moderne, qui avait été 3 fois champion de France, et qui était descendu, je crois, que 3 années en Pro B, sinon qui a été sans discontinuer, donc en première division. Avec Christian Belzer, Eric Beugnot, Hervé Dubuisson, Bill Kane, etc. Et donc le MSB, par contre, a pris le relais en septembre 1993, parce que le club du Mans le SC Moderne était mal en point financièrement. Les comptoirs modernes qui tenaient le club à bout de bras pendant très longtemps. Enfin, c'était une émanation en fait de la société des comptoirs modernes, qui était une société de grande distribution, en fait, n'apportait plus d'argent. Et donc, ils s'en sont retrouvés dans l'impasse et ils ont été repris par les collectivités. Et donc, ça fait 30 ans. Et donc, le club j'avais déjà écrit un livre. Je fais pas d'autres promotions parce que je crois que c'est très difficile de le trouver, le premier livre. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse encore le lire, enfin, se le procurer. Et donc là, ils m'ont sollicité pour un autre livre, mais qui n'a rien à voir, parce que finalement, c'est une BD. Et comme je dis à tout le monde, c'est pas moi qui fais les dessins, parce que j'ai le niveau maternel moins. Donc, je fais simplement, avec un autre confrère du Maine Libre, Raphaël Caillot, on a fait les pages documentaires, comme on appelle. Donc, et puis, il y aura différentes festivités pour fêter ces 30 ans d'un club qui donc, je viens de l'exposer, et après Villeurbanne, le club qui a le plus de saisons en première division, mais qui a toujours eu un problème pour vendre ça, pour montrer en fait qu'il est... je suis désolé, mais qu'il est, par exemple, en place depuis longtemps que Limoges et Pau. Voilà, et je suis persuadé que si on faisait un sondage dans les fans du basket, ils citeraient Limoges et Pau avant Le Mans. Voilà, et il y a toujours eu un problème. C'est un club très très bien géré, exemplaire, etc.
mais qui, comment dire, d'abord, ne réalise pas les performances en Coupe d'Europe qu'ont réalisé évidemment Limoges. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont jamais fait une perf. Alors que Limoges, ils ont gagné les 3 Coupes d'Europe et certaines, enfin, la Corach, là, c'est 3 plusieurs fois. Donc ça, ils l'ont jamais fait. Et il n'y a pas ce côté électrique qu'il peut y avoir à Limoges. Antares, c'est plutôt feutré. Oui, encore qu'ils avaient prouvé lors des finales du championnat de France de 2018 que le Manceau pouvait s'exciter. Mais c'est pas trop dans le tempérament, hein, mais aussi parce qu'Antares n'a pas comment dire, ça vibre pas comme à... Il n'y a pas la même caisse de résonance qu'à Beaublanc. Je connais aussi très bien Beaublanc et il y a une caisse de résonance fantastique. Et comme j'ai toujours dit, à Beaublanc, les spectateurs s'enivrent du propre bruit qu'ils font. Voilà, alors qu'au Mans, bah, ça s'étouffe quand même dans une salle comme ça, de béton. Enfin voilà. Donc, tu avais noté lisible, hein, sur Le Mans, je Exactement. Oui, lisible sur Le Mans. Bah, ça fait partie des équipes qui ont tellement renouvelé leur contingent de joueurs étrangers qu'on a quand même du mal à les situer. Alors, ils ont gagné tous leurs matchs de préparation, sauf contre Gravelines, mais je me méfie des résultats des matchs de préparation. La preuve, l'équipe de France a fait un très bon parcours. Sauf ils ont perdu, sauf contre l'Australie. Hein, et puis, hop, boum, les 2 matchs qui comptent, ils les perdent. On passe au Portel. Clément, c'est de nouveau à toi. Alors, le Portel. Est-ce que c'est encore un exploit il faut le dire et le souligner et applaudir pour tous ces exploits répétés de maintenir un club avec toujours un budget en queue de peloton, si ce n'est à la dernière place, aux avant-dernières places. C'est toujours pareil, cette année, le Portel ne sera pas en position favorable financière. Ils ont d'ailleurs eu 900 000 euros d'aide de la région, du département, de la métropole, je crois. C'est une avance en plus. Enfin, Alors, il y a 600 000 euros qui concernent la fin de l'exercice qui vient de se terminer et 300 000 qui concernent la nouvelle saison. Et donc, sans ces aides, le Portel aurait très bien il aurait pu se passer plein de choses. En tout cas, ils ont réussi au niveau sportif, encore une fois, à construire une équipe qui est absolument correcte pour leur niveau budgétaire. Ils ont pris tout simplement les meilleurs éléments de Pro B, JFL, qu'ils ont trouvés. Je pense à Bastien Vautier, qui a vraiment, je pense, plus rien à faire en Pro B, vu comment il a dominé la saison dernière avec Lille. Il a les cartes en main, entre guillemets. Je pense que tout va être plus ou moins basé en JFL, j'imagine, sur Bastien Vautier. Il y a aussi Yvan Février et Didier Diawara. Et ces 3 joueurs-là, ils ont brillé ces dernières saisons en Pro B. Et je trouve que c'est assez intelligent pour remplacer un contingent français qui part, où il y a quand même Nadir Ifi qui vient de déserter, qui a quand même complètement porté. Déserté, il est parti poliment. Voilà, il était sous contrat, il est finalement parti. Voilà, on va pas revenir sur le cas Nadir Ifi qui part à Paris, mais en tout cas, le Portel a fait des choix étonnants sur les étrangers, mais sur les JFL, c'est très correct. Sur les étrangers, ils ont fait confiance à une paire du Portugal pour les étrangers américains. Donc là aussi, peu de visibilité. On parlait de visibilité sur les Américains du Mans. Ceux du Portel, je crois que c'est encore plus. C'est peu de joueurs qu'on connaît. Voilà. Ils ont réussi par le passé, encore l'année dernière, sur Emmanuel Nzekwezi, à faire des bonnes pioches. J'ose imaginer que ce sera la même chose cette année sur quelques joueurs. Mais attention quand même, ça fait plusieurs années que le coup près passe pas très loin. Ça pourrait être cette année sur 3 descentes. C'est difficile. Il ne va pas y avoir beaucoup de marge financière pour un mauvais pari. Il n'y a pas de place pour un mauvais pari. Donc il faut que les paris soient bons. Et ça, ce sera la capacité d'Éric Girard à porter son groupe, comme d'habitude. Limoges, où là... Limoges, c'est Limoges. Hein. Il y a eu 2-3 petites affaires. Il y a eu 2-3 petits
Alors, sujet. Et puis, est-ce qu'ils ont réussi à remonter une équipe? Le coach est parti. C'est un saut dans l'inconnu. Pascal, c'est ton tour. Tu as dit de nous tout à l'heure parler que Le Mans était mon club de cœur. Je dirais que Limoges aussi. C'est le club qui m'a le plus excité durant toute ma carrière professionnelle, qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Limoges. Je n'ai pas honte de le dire. Mais c'est un club qui fait preuve d'une instabilité incroyable, qui a eu beaucoup de mal à faire sa deuxième partie de saison. À partir du moment où ils se sont qualifiés pour le top 16 de la BCL, ils ont quasiment pu gagner le match, aussi bien en BCL, je crois qu'ils en ont gagné un seul. Et en championnat de France, c'était une catastrophe. Et comme je disais, je crois hier à Clément, heureusement que c'était pas une BTK Elite à 20 clubs, parce que s'il y avait eu 4 matchs supplémentaires, je ne sais pas s'ils ne seraient pas retrouvés en Pro B, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ce qui est un peu le corollaire, c'est qu'il y a eu de graves problèmes financiers qui ont obligé donc à recapitaliser, notamment l'actionnaire principal, qui est Céline Forté, donc la femme de feu Frédéric. Et il y a eu énormément de départs, d'abord dans le front office, pour reprendre l'expression de Clément, ou dans les bureaux, comme on va dire, et à tous les niveaux, du président à Alain Clou, qui était Il y a même les apprentis qui démissionnent. Oui, c'est ça, au community manager. Nous on avait des relations avec des gens à la presse, responsables médias, des jeunes femmes, ne sont plus là. Donc, oui, c'est quand même très grave, très profond, très par contre, très j'ai dommageable. franchement pas suivi. Donc, le coach, c'est plus Massimo, ça, ok. Non, oui. Et il reste Nicolas Lang. Et après Il reste Lucas Hugolin et Mathieu Wojciechowski, si Voilà. j'arrive à le dire, qui a failli partir. Et aucun là aussi, aucun JFL, comme Le Mans, à leur niveau. Alors la différence avec Le Mans, c'est que Le Mans dit qu'ils ont pu réaliser le recrutement qu'ils voulaient parce qu'ils font la Basketball Champions League, alors que Limoges, qui avait pourtant bénéficié... Alors, à moins que c'est changé, parce que avec les règlements de la FIBA, c'est pas toujours très clair, mais normalement, Limoges avait 3 ans d'assuré en BCL à la condition d'être dans le top 8. Alors, comme ils n'ont pas été dans le top 8, ils font pas de Coupe d'Europe cette année, et ça a posé un problème de l'avis même du directeur sportif, que en fait, ça a été un problème pour recruter. Donc, ils ont pas. Je pense qu'ils auraient voulu conserver Désiré Rodriguez, qui avait fait une très bonne saison. Ils n'ont pas pu. Ils se retrouvent à Nanterre. Je dis pas de bêtises, voilà. Et en fait, donc, comme Le Mans, ils sont repartis à zéro en ce qui concerne donc les Américains. On va schématiser les Américains, mais en ayant moins de possibilités de bien recruter. Donc oui, ils font partie du ventre mou du championnat. Quand on a fait nos prédictions, alors on peut déjà dire par exemple qu'on a tous mis Monaco en tête. Je pense que c'est pas bien malin. Voilà, les visionnaires, messieurs. Oui. Là, je veux dire qu'on est très très fort. On a usé d'une boule de cristal pour faire ça. Je pense qu'on sait, on livrera peut-être tout à l'heure, mais on s'est entendu sur les 6, 7, 8 premiers. Et plutôt sur les 3, 4 derniers, quoi. Mais autrement, le ventre mou, là, honnêtement, on n'a pas d'idée vraiment si Limoges peut terminer dans le top 8 ou si ils vont avoir peur de descendre en Pro B. Je pense que les deux sont possibles. À partir du moment où l'année dernière, ils ont été à 2 doigts de descendre en Pro B, je vois pas pourquoi ils ne seraient pas menacés. Bon, et je terminerai juste là-dessus. Ce qui se passe à Limoges, c'est que c'est un club au niveau de son entourage général, le club, l'entourage, tout ça, le public, qui n'a pas fait le deuil encore de ces années dorées, qui datent véritablement des années 80-90, puisque ça s'est terminé avec la Coupe Corax. Et peut-être aussi littéralement le deuil de Frédéric Forté. Alors ça, oui, là aussi, ça a été une perte humaine et une perte... professionnel énorme, parce qu'en fait, il était à la fois l'actionnaire, le président,
on va dire le responsable sportif. Il a été joueur, entraîneur, il avait été joueur, entraîneur, presque kiné. Exactement, oui. Il avait commencé en N1, il connaissait tous les paliers, etc. Et évidemment qu'il n'avait pas préparé sa succession. On ne peut pas imaginer qu'on va décéder d'une crise cardiaque à l'âge qu'il avait. Et donc, il n'a pas été remplacé depuis, quoi, tout simplement, quoi. Et je pense que toutes les sources de problèmes sont là. Et puis, comme je le disais, il faut que tout le monde à Limoges accepte aujourd'hui que le pouvoir dans le basket français, il appartient à Monaco, à l'Asvel, et je pense très vite à Paris. Ah bah justement, on va parler de l'Asvel. Alors, impressionné parce que la salle est quasiment prête. Un chantier qui termine à l'heure, voire en avance, c'est rare. Une salle de basket grande, ça c'est génial. Une équipe pour l'Euroleague. Alors, moi, j'ai juste un demi-coup de gueule. C'est Mike Scott qui va à l'Asvel. Alors, ok, je suis de Nancy. J'aime bien l'équipe de Nancy. Et j'ai adoré voir Mike Scott jouer à Nancy. Qui part de Nancy, j'ai tout à fait compris. Par contre, pour aller à l'Asvel, ça, faudra vraiment m'expliquer. J'ai hâte de voir comment la saison va se passer. Parce que si ça se passe bien et qu'il joue bien, tant mieux. Parce qu'il est vraiment bon. C'est un bon joueur. Mais il risque de s'embêter un peu parce qu'il y a l'Euroleague, il y a beaucoup de joueurs, il y a quelques fortes têtes et puis il y a le coach qui a des avantages et des défauts. Alors, je vais prendre dans l'ordre. La LDLC Arena est bientôt prête. J'ai pu la visiter mardi. Premier match le 23 novembre, et elle va servir exclusivement à l'Euroleague dans un premier temps. Il n'y aura pas de Betclic Elite, sauf cas particulier, Dixit Gaëtan Muller. Le championnat de France va se jouer intégralement à l'Astrobal. Au niveau de la construction de l'effectif, ils ont voulu faire des choix d'expérience. Nando De Colo, l'année dernière, nous disait toute l'année que le manque d'expérience était flagrant dans l'effectif de l'Asvel. Et je pense que c'est le maître mot qui a conditionné le recrutement. Donc, ils ont essayé d'aller chercher des Américains qui coûtaient pas si cher que ça à l'échelle de l'Asvel, j'entends, 20 millions de budget. Pardon, mais Mike Scott ne va pas coûter 3 millions d'euros la saison non plus. Je crois qu'il faut différencier, ce que je t'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut différencier l'Asvel, ce qu'on en dit, ses commentaires en Betclic Elite, et les commentaires qu'on peut en faire pour l'Euroleague. Voilà, tout à fait. Là, on parle exclusivement de la Betclic Elite et l'effectif est surdimensionné. C'est comme Monaco, on arrive sur des 14-15 joueurs. Quelle autre équipe, à part Bourg-en-Bresse qui a 12 joueurs, est capable d'avoir une profondeur de banc, des joueurs complémentaires sur plusieurs postes, polyvalents, parce qu'ils prennent des 1-2, des 2-3, des 3-4, des 4-5. Et même Geoffrey Lauvergne va être repositionné au poste 4 pour pouvoir faire le trou 4-5. Donc, vraiment, ils ont tout ce qu'il faut, toutes les palettes nécessaires pour dominer très largement les autres équipes de Betclic Elite. L'Euroleague est un autre sujet, mais il y a des super atouts. Paris Lee, qui a été meilleur passeur de Betclic Elite, peut-être c'était JP Elite à l'époque, avec Orléans. Il y a donc Mike Scott, il y a Boris Dallot qui sort de sa meilleure saison avec Cholet. Mbaye Ndiaye, pareil, superbe saison avec Blois, qui a un prospect qui peut beaucoup aider dans le jeu sans ballon de l'Asvel. Puisqu'ils ont aussi un autre scoreur qui s'appelle Frank Jackson et qui est vraiment qui va être pour moi sans doute la plaque tournante offensive de cet Asvel et qui a déjà fait plusieurs saisons de NBA à plus de 10 points de moyenne, certes avec les Detroit Pistons, mais ça vous situe quand même un scoreur rare pour le championnat de France. Là, on parlait tout à l'heure de scoreurs dans des équipes de seconde zone qui marquaient 20 points en D2 turc. Lui, il marque 10 points en NBA. C'est un autre niveau en termes de scoring. Voilà. Tout a été pensé au niveau de l'expérience. C'est l'Asvel version 2023-2024. Est-ce que ce sera suffisant en Euroleague ? C'est une autre chose. Je ne sais plus quelle était la fin de la question tout à l'heure. TJ Parker, il te demandait ce que tu en pensais. TJ Parker. Heureusement qu'il est là, Pascal. Voilà. TJ Parker, il a beaucoup approuvé. On sait que... Non, il n'a pas approuvé. Il a été champion de France 2-3 fois d'affilée. Oui, mais
ce que je veux dire, c'est que Tony Parker disait il y a 1 an, 2 ans que l'année charnière pour TJ Parker serait celle de l'arrivée de l'Arena. On y est. Il est sous contrat jusqu'en 2026. Donc, je ne pense pas qu'il sera remercié au milieu de la saison, mais toujours est-il que s'il y a de gros problèmes internes à l'Asvel, on sait que Tony Parker a fini par mettre sur la touche Pierre Vincent, par exemple, chez les filles. Donc pourquoi pas le faire sur TJ Parker 2 fois pour Pierre Vincent. 2 fois pour Pierre Vincent, chez les filles et chez les garçons. Avec qui il était ami. Avec qui il a formé à oui, l'INSEP. Mais Pierre Vincent disait qu'il était ami avec... Tout à fait. Avec donc Tony, ça veut dire que je pense que Tony Parker, à partir du moment où il estimerait que ça ne marcherait plus dans le groupe, il prendrait la décision qui s'impose. Mais maintenant, on n'est pas du tout là au niveau de TJ Parker. Il a un nouvel effectif où il n'a plus que 5 cadres de la saison dernière qui sont tous expérimentés déjà. Et il a rajouté d'autres joueurs d'expérience. Donc au niveau de la Betclic Elite, on ne pourra pas dire... l'Asvel a manqué d'expérience parce que concrètement, ils en ont plus que n'importe quelle autre équipe à part Monaco. Il y aura un débat à faire entre où se situe la limite entre avoir de l'expérience et être trop vieux. Voilà, aussi, oui, parce que David Lighty... c'est valable aussi pour les journalistes. Charles Cavudi. Non, mais c'est vrai, là, sur la pré-saison, j'ai regardé uniquement les stats de David Lighty. Clairement, on est sur une baisse, autant d'utilisation, peut-être de rendement aussi. Ça pose plein de questions, évidemment, mais... Il est sous contrat jusqu'en quelle année, lui, David Lighty, 2025. Et Charles Cahudi, ça pourrait être sa dernière saison au club. On n'exige pas la même chose quand même d'un Français que d'un Américain. Enfin, tout à fait. Et là encore, je parle plutôt pour l'Euroleague. Je pense que David Lighty, il peut toujours jouer de façon pertinente en Betclic Elite. En Euroleague, j'en suis beaucoup moins convaincu. Voilà. Il y a quand même une toute petite incertitude pour moi, c'est le poste 5, parce que Youssouf Affal fait énormément de fautes. On lui a associé un nouveau joueur, John Ekbounou, qu'on connaît peu. Je ne pense pas que les spécialistes de basket européen l'aient beaucoup vu jouer jusqu'à présent, qui est très athlétique. Mais voilà, est-ce que tout ça dans le secteur intérieur sera dominant face à des équipes qui ont tous 3 ou 4 pivots naturels? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera suffisant déjà contre Monaco, puisque c'est la prochaine équipe et Pascal, c'est à ton tour. Toi, tu t'es pris des bonnes équipes en fait. Limoges, Monaco, Le Mans, tu finis par Paris. Monaco, est-ce que c'est surdimensionné pour la Betclic Elite? Alors, je me permets de répondre à ta place. Oui, c'est surdimensionné. Oui, je pense que c'est pas malin de... Est-ce que le pari Kemba Walker est un pari risqué? Oui, je pense que c'est un pari risqué. Voilà. C'est un pari qui vaut la peine de le faire, mais c'est risqué. Quand est-ce que Mike James et Kemba Walker vont se mettre sur la tronche à l'entraînement? Si Kemba Walker joue pas, il y aura pas de problème. Voilà, donc comment tu vois cette saison? La première chose qu'on peut dire, c'est que le pouvoir est passé à l'AS Monaco. En tous les cas, il est passé sur le rocher. Parce qu'ils sont 3e de la saison régulière d'Euroleague, ils sont 3e du Final Four, ils sont champions de France en étant invaincus en play-off. Là où ils ont commencé à jouer, parce qu'avant, ils n'utilisaient pas forcément les meilleurs joueurs. Il fallait quand même qu'ils sélectionnent quelques matchs à perdre, presque. Peut-être pas qu'ils voulaient les perdre, mais enfin, on voyait bien qu'ils ne pouvaient pas être à fond tout le temps. Ils ont gagné la Coupe de France et il n'y a que la Leaders Cup. Mais enfin, je dirais que c'est parce que là aussi, ils n'en ont pas fait leur priorité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le président milliardaire... du club. Alors, je commence à avoir l'habitude d'écrire son nom, mais je le prononce jamais, évidemment. C'est Alexei Figorichev, c'est ça? Enfin, ça doit à peu près ressembler à ça. Clément, il connaît toute tête. Donc, qui a créé Fedcom Media, qui est donc via Squeak, qui est maintenant le diffuseur. L'un des diffuseurs de l'équipe de France, du championnat de France. Pas encore l'équipe de France. Non, ça va venir. Oui, il en manque plus que ça. Et au niveau des droits, il en manque plus que l'équipe de France, enfin les compétitions internationales des équipes nationales et la NBA. Voilà. Donc c'est un an. Donc j'étais persuadé que le pouvoir un jour arriverait à Paris. Bon, voilà, pour l'instant, il est à Monaco. Et au niveau
Au niveau de ce qui est le plus visible, c'est de l'équipe qui était championne de France l'année dernière. En fait, ils ont conservé tous leurs meilleurs joueurs. Hein. Je ne pense pas qu'il n'y en a pas un seul. Il y en a pas un seul qui ne voulait pas garder, enfin, qui voulait garder, qui sont partis. Ce qui n'arrive jamais au niveau des équipes françaises, parce que C'est sûr. d'habitude, quand on a pas l'habitude. quand on a des très bons joueurs, il y a toujours un club à l'étranger qui. Ronald Marsh, meilleur marqueur, qui part en Mais Roumanie, je crois. Tous. comprends pas, Quand on regarde la liste MVP, ils sont. Tous les vrais MVP, ils sont partis l'année d'après, quoi, ou 2 ans grand maximum. Généralement, c'est l'année d'après. Donc, ils ont conservé tous leurs joueurs. Et certains, donc, ils ont re-signé des contrats de plusieurs années. Et Dieu sait s'ils sont bons. Donta Hall, tous, de toute façon, je ne vais pas tous les citer, ils sont tous bons. Donc, et ils ont fait un recrutement de joueurs français. C'est leur objectif, ils le disent. Oui. Ils veulent refaire venir des joueurs français majeurs. Ils ont quand même. Donc, ils ont pris Terry Tarpey, qui maintenant. Bénédiction suprême est considéré comme un joueur JFL du fait qu'il ait joué en équipe de France, alors que c'est pas il n'est pas naturalisé. Il n'a jamais été naturalisé. Il a grandi en France. Il n'est pas naturalisé. Il a toujours eu un passeport. Ses parents ont eu je crois que c'est un passeport ou c'est une carte d'identité. Ils ont toujours eu la présence d'esprit de lui faire quand il était gamin un passeport. Et il l'avait toujours, etc. Un passeport ou une carte d'identité. Mais il était considéré comme non JFL puisque formé aux États-Unis. À Williams-Sainte-Marie, je crois. Et maintenant, comme il a joué en équipe de France, on lui a accordé une dérogation, donc il est considéré comme un JFL. Voilà l'histoire voilà. Et ils ont rajouté même Jaïté, qui est presque en équipe de France, Peter Corneli, qui a été vice-champion olympique, même s'il était 12e homme. Donc c'est ces 3-là. J'en oublie un dans les. Alors Kemba Walker, il n'est pas JFL. Non. Presque sûr. Non, mais c'est ça. C'est ça. Bon, voilà, il y a Théo Pichard. Oui, mais enfin bon, ils ont rajouté. Moi, ça m'a rappelé cette concentration d'internationaux, puisque il y a donc également Elio Kobo et Yacouba Ouattara. Ça m'a rappelé le Limoges des années 80, début des années 90. Limoges, Pau, Asvel, 90. Ah mais non, mais que Limoges qui arrive à rassembler autant. C'était quand même moins bien. C'était quand même, il y en avait quand même moins internationaux. Là, c'est juste incroyable. Et le recrutement, puisque t'en parles, tout le monde en parle. Le recrutement étranger est le plus fort CV qu'il y ait jamais eu dans le championnat de France, hormis Tony Parker quand il est venu durant le lockout. Mais bon, je dirais que ça compte pas. C'est le plus fort recrutement. C'est un recrutement, c'est un CV d'un Américain du championnat italien des années 80, du spaghetti circuit. Moi, ça me rappelle ça. C'est incroyable comme recrutement. Alors évidemment, il y a un loup quand un tel joueur arrive en Europe, parce que il va pas refuser de jouer en NBA avec même s'ils ont certainement mis un salaire très important sur lui, c'est pas comparable à ce que peut offrir la NBA. Là, ils peuvent carrément mettre un 0 de plus par an. Donc évidemment, le loup, c'est qu'il ne joue plus depuis un certain temps. Je crois qu'il a arrêté de jouer en janvier. À cause d'un très sérieux problème de genou. Il a joué très peu sur les 2 dernières saisons et 3 dernières saisons. Donc il est évidemment, il ne faut plus trop penser aux All-Stars, aux joueurs qui étaient en équipe américaine. En 2019, la Coupe du Monde précédente, il avait perdu, mais. Oui, il avait perdu, mais enfin bon, c'était quand même un autre niveau. Moi, c'est quand même pas un super bon signe, quoi. Il est mis au soin, là. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc, il disait dans Monaco Matin que ce serait ils espéraient pour le début de l'Euroleague. Ça reste à démontrer. On peut être dubitatif sur sa saison. On n'est pas dubitatif sur l'équipe. Non, sur le joueur. Mais on est tous d'accord. Je pense que peut-être, à part 2-3 supporters de Villeurbanne, peut-être 1 ou 2 supporters inconditionnels de Paris et peut-être une poignée de Ultra Green de Limoges, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Monaco va être champion de France. On peut passer à la prochaine équipe, Nancy, que je connais un peu. Un petit peu. Et qui a construit un axe 1-5 plutôt fort. Moi, j'avais été impressionné par Thompson sur le dernier match avec Foss,
où je m'étais dit, un joueur comme ça, de 2,13 m, qui joue dans une équipe qui descend, c'est que le championnat, il est bon, le niveau a augmenté. Donc, ils l'ont fait venir à Nancy. Ils ont gardé Frank Mason. Alors, Frank Mason, petite anomalie, c'est félicitations à lui. Il est parti 3 semaines, il est reparti 3 semaines, congé paternité. Alors, a priori, ça avait posé 2-3 soucis au moment du départ, surtout qu'ils espéraient pas qu'il parte 3 semaines. En pleine pré-saison, c'est quand même compliqué. Il est arrivé en forme, il a fait un match correct. Ce qui est sûr, c'est que de construire la relation justement avec son pivot, ça aurait été pas mal, puisqu'ils ne se connaissaient pas. Et puis autour de cet axe 1-5, bon, il y a Gentil, mais sur le parquet, il y a aussi quelques joueurs plutôt bons, malgré le départ de Scott, Caleb Walker. Donc Clément, vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Mais attention, ne dis pas de méchanceté sur Nancy. On est à Nancy, là, tu l'as dit tout à l'heure. On est à Nancy. On est en territoire ennemi, là, attention. Pour l'axe 1-5, Frank Mason a un incroyable talent. Il ne l'a pas encore vraiment démontré sur la saison dernière, la partie de saison dernière, puisqu'il est arrivé en janvier. Nancy a essayé de reconstruire sur lui parce qu'il croit en son talent. Et c'est indéniable qu'il en a. On l'a vu sur les quelques matchs de la fin de saison. Maintenant, voilà, il n'a pas fait la pré-saison. La seule bonne chose, c'est que quand il est revenu au départ, il était plus en forme que quand il est arrivé en janvier dernier. Et ça pouvait être difficilement pire, de ce que j'ai cru comprendre. Mais voilà, on a un joueur qui a 100 matchs NBA au compteur. Pour le pédigré du SLUC, c'est quand même déjà exceptionnel en quelque sorte. Donc on peut se dire que le talent individuel du joueur fera la différence sur plusieurs matchs. Sur Shevon Thompson, c'est pour moi le seul joueur qui a archi dominé dans la saison de Foss l'année dernière, où ils ont fini par descendre, alors qu'ils avaient quand même montré par moments d'excellentes choses. Shevon Thompson, il n'a pas forcément brillé dans sa carrière, il arrive sur la trentaine, je crois, mais c'est un monstre physique. Je pense que tu l'as vu sur le dernier match à Nancy, et cette année, je pense que c'est une très belle prise de l'avoir, en plus avec une année d'expérience dans le championnat de France. On sait que sur des pivots physiques rudes, c'est important quand même d'avoir de la connaissance du basket français. Déjà, ça, c'est ces deux joueurs-là. Autour, ils ont pris une légende du basket français, Tyron Johnson, qui sort de Blois, qui est certes plus dans ses ses plus belles années, mais qui est un joueur de complément très, très expérimenté. Et moi, je valide à 100% ce choix. Après, ils ont été obligés, évidemment, de faire quelques paris, sinon ce ne serait pas Nancy, mais Monaco. Il y a Jordan Bowden. Voilà. Moi, je ne connais pas encore assez bien pour pouvoir juger. Je ne l'ai pas encore vu jouer. Et ils ont une second unit, un banc très français, mais avec des joueurs de vrai rôle, quoi. Anthony Labanca, Meredith Omounou. Ils ont récupéré Bruno Singalamata, il ne faut pas dire Singala. Exactement. Ce sont des joueurs... Clément Frisch, qu'on a vu hier, Clément qui Frisch, a encore pris 2-3 kilos de muscles et qui sur le début de la préparation, a montré qu'il avait passé un cap. Je pense que ce ne sera pas le Clément Frisch de l'année dernière, ce sera plutôt le prospect qui a été meilleur jeune de Pro B. Voilà, avec 2 ans d'expérience en plus. Avec Denain, oui, effectivement. Voilà, pour moi, il y a tout ce qu'il faut en fait pour Nancy. Dans mes prédictions, je les avais mis plus haut que mes collègues de Basket Europe. Non, c'est pas forcément un merci, c'est simplement que je pense que c'est un des rares clubs qui a augmenté son budget. Enfin, non, c'est pas un des rares clubs, mais il y a quand même plusieurs clubs qui ont une baisse de budget. Il y a plusieurs clubs qui vont se battre pour le maintien, et quand tu baisses de même 50 000 €, c'est ce genre de choses qui font une grosse différence. Et eux, ils ont réussi à l'augmenter. Pas énormément, mais ils l'ont augmenté. Je pense que l'augmentation du budget à Monaco est supérieure à tout le budget de Nancy. Il est supérieur à plein de choses. En tout cas, ils se sont laissés aussi la possibilité avec des bossements Cotonou, enfin des Cotonou sur les postes 2, 3 et 5.
Alors, si tu arrives à me sortir le nom de l'ailier... Luca Cerovina, Oh là là, il voilà, est trop mais fort. par contre, c'est un joueur... Il est remarquable Ah, quand ouais, même. Hein. C'est un joueur que je ne connais, enfin j'avais déjà vu parce que je suivais Malcolm Casalon à l'époque de Méga, mais que je n'ai jamais vraiment vu jouer. Et sur le début de la pré-saison, j'ai cru comprendre qu'il était remplaçant et qu'il aurait un rôle plus ou moins secondaire, donc on verra. Mais voilà, les Américains sont plutôt forts, je pense, à Nancy cette année. À Nanterre. Alors à Nanterre, on a noté encore le parti JFL. Le Paris JFL peut-être plutôt. Paris JFL, il y a Ouais, beaucoup de je crois Français. bien, hein. Et puis le Baroud d'honneur, en tout cas la dernière saison de Pascal Donadieu, a priori. Parce que... Ah non, c'est sûr. Enfin, il l'a annoncé. Là, je pense que c'est dans le contrat parce que il a prévenu que son remplaçant, c'était son assistant Philippe Da Silva. Donc non, ce serait vraiment un retournement de situation totalement improbable que ce soit pas sa dernière année. Donc c'est une légende, hein, Pascal Donadieu, même si je ne suis pas sûr que le mot lui plaise, mais c'est quand même quelqu'un qui a emmené la JSF de la départementale donc au titre de champion de France et à 2 Coupes d'Europe. Donc 2 Coupes d'Europe, je rappelle qu'il n'y a que Limoges qui a fait mieux, hein, donc c'est fantastique, hein, même si c'était plutôt des C4. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus des noms, tellement ça change chaque année. Eurochallenge. Oui, Eurochallenge, machin. Enfin bref, c'est quand même 2 Coupes d'Europe, c'est quand même fantastique. Oui, ça c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, c'est que il n'y a que trois. Alors, en basket, il faut faire attention à la terminologie. Il y a 4 étrangers, mais il y a 3 simplement non JFL, puisque c'est Amadi Ndiaye qui est JFL. C'est-à-dire qu'il a été formé en France à... Ibrahima Falfaye. Ah oui, je confonds. Effectivement, je confonds entre les deux Sénégalais. Tu as raison, c'est Ibrahima Falfaye donc, qui a été formé à Chalon. Alors que Amadi Ndiaye, lui, il est bien non JFL, donc étranger. Voilà. Donc c'est quand même un pari de prendre que trois étrangers. Bon, je sais pas si je dois dire 3 ou 4. Mais enfin, c'est en prenant pas tout le quota comme ça. C'est un pari. Alors oui, si ça se passe mal, ils peuvent toujours en récupérer un ou deux, pourquoi pas, même 3. Donc c'est tout à fait envisageable. Après, je ne sais pas s'il y a les moyens financiers aussi de les prendre. En tous les cas, dans un premier temps, ils comptent bien faire toute l'aventure en donnant beaucoup de temps de jeu, donc aux Français, où là ils ont fait un recrutement qui est très sympa, on va dire, en prenant 2 jeunes joueurs très prometteurs. On peut être étonné que Juan Bégarin quitte le Paris Basketball pour venir à Nanterre, mais c'est le cas, voilà. Pascal Donadieu le connaît hein, puisqu'il l'a eu en équipe de France. Et donc le deuxième, c'est Joël Ayayi, qui a fait une très belle carrière universitaire, qui a fait aussi une très belle carrière en équipe de France jeune, dont il était le leader, mais qui, comme beaucoup, est tombé dans une impasse après, en visant la NBA, mais en se retrouvant très, très essentiellement en G-League. Donc ils vont être observés tous les deux, parce que je pense que tous les deux espèrent retourner aux États-Unis, mais peut-être que tous les deux feront une très belle carrière en Europe et en Euroleague. Et de mon point de vue, ce sera, enfin, sur un plan purement sportif, ce sera aussi satisfaisant. Ce sera peut-être pas aussi satisfaisant sur un plan financier, mais sur un plan sportif, je trouve que c'est remarquable de faire une belle carrière en Euroleague. Ils en sont tous les deux. Ils en sont tous les deux tout à fait capables. Voilà. Donc bon, ça. Nanterre appartient au ventre mou du championnat qu'on peut mettre dans le top 8, qu'on peut mettre aussi, attention danger, il y a 3 qui descendent, ça peut être un peu inexpérimenté, donc, enfin pas au niveau du coaching, hein, mais ça peut être inexpérimenté et attention quoi. Bon, on reste pas très loin, Paris, le Paris Basketball. Alors Paris, il s'est passé quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le championnat de France, ça c'est sûr, mais je ne suis pas persuadé que ce soit déjà arrivé entre 2 ligues européennes, entre 2 joueurs de 2 ligues européennes, puisque oui. Ils ont pris 6 joueurs de Télécom Basket Bonn et le coach.
Et Voilà. le staff aussi, parce qu'il vient avec 2 assistants, plus le préparateur physique. Ça Oui, fait 10 voilà. personnes au total. Voilà, oui, c'est vrai qu'on pourrait ajouter ça. C'est assez incroyable. Je disais que ça me faisait un peu penser à ces châteaux forts que les Américains, à une époque, prenaient pierre par pierre en France ou en Europe pour aller les reconstruire aux États-Unis. Voilà, ça me fait un peu penser à ça, quoi. Mais alors, c'est sans doute un très bon choix parce qu'il faut quand même ajouter que c'est l'équipe qui a gagné la BCL, qui a dominé le championnat allemand, même si elle a perdu en finale, mais en saison régulière, elle l'a complètement dominé. Qu'il y a une vraie grande star du basket européen, Euroleague compris, avec le meneur de jeu américain. Lui aussi, il a un passeport quelque chose, hein, je sais, macédonien ou je sais pas quoi. Macédoine du Nord. Ouais. Macédoine du Nord, la Macédoine du Nord, parce que, il faut dire en... Oui. C'est le mot, oui, c'est le mot... parce que comme les Grecs ont la Macédoine comme province, ils veulent pas qu'on appelle la Macédoine, donc on l'appelle la Macédoine du Nord. Voilà, et donc T.J. Shorts, qui est un mélange de jeu fantastique, a aussi le passeport, d'ailleurs il a disputé les pré-qualificatifs aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça, les pré-qualificatifs aux Jeux Olympiques, là, enfin cet été, quoi. Donc c'est le MVP, hein, donc de la Bundesliga et le MVP de la BCL. Donc il est vraiment très spectaculaire. Enfin, il a tout en magasin. Donc on peut imaginer que ce sera une équipe qui sera prête avant les autres. Quand on a la même base, on est en train de dire que la plupart des équipes ont renouvelé tout leur stock de joueurs au moins non JFL. Donc eux, ça ne va pas être le cas. Ils ont la particularité, c'est que l'un de leurs joueurs JFL a été formé à Cholet. Hein, je sais pas de... Michael Kessens. Voilà, effectivement. donc c'est un coup aussi ça quand même, hein, parce qu'entre-temps il était parvenu en France, hein, il joue en Allemagne, c'est quand même un gros coup de chance. Il n'y a pas énormément d'étrangers qui ont été formés dans nos centres de formation, contrairement aux Espagnols. Mhm. Donc on ne peut pas récupérer beaucoup de JFL étrangers. Et donc c'en est un. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Paris Basketball va changer de cadre, puisqu'il joue depuis le début à la halle Georges Carpentier, qui est un hangar. À côté, la Mairie à Cholet, c'est le grand luxe. Non, ouais, j'allais dire c'est le Staples Center de Los Angeles à côté. Et puis surtout, il n'y a pas la même histoire, hein. Il n'y a pas les mêmes bannières. Et là, donc, ils vont investir en février L'Adidas Arena qui se porte de la Chapelle dans un cadre. Mais qui ne sera pas utilisé pour les JO. Mais qui ne sera pas utilisé sur les JO, Bon, mais il ne faut pas m'embrancher là-dessus parce que je vais encore m'énerver. Et entre-temps, ils vont faire des délocalisations, notamment au Palais des Congrès, ce qui est quand même très original. D'ailleurs, tout ce que fait David Kahn et son staff depuis qu'il est arrivé, c'est quand même très original dans les animations, justement, ils ont été joués à Roland-Garros, bien sûr, ils vont rejouer à Bercy, tout ça. Comment dire, il y a un côté très international qui me plaît quand même qu'à moitié, puisqu'on parlait, évidemment, comme toutes les équipes, il y a l'effectif joueur, évidemment, c'est essentiellement des étrangers. Le coach est un étranger. J'ai une question que je n'ai toujours pas résolue, d'ailleurs, c'est pourquoi il n'y a pas de majuscule à son nom, au coach. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'est tout simplement 2 I, et donc c'est une majuscule suivie d'un I. Ah, tu crois que c'est ça? Mais bien sûr, ah c'est ouais ça. Ah bon, bah écoute, parce que même, enfin bon, peu importe. Donc il y a tout le staff, tout le staff qui est comme tu le précisais, donc tous les assistants coachs, préparateurs physiques, etc. sont étrangers. Et donc on a 2 Américains à la tête du club. Heureusement il y a Amarassi comme directeur sportif, parce que sinon je trouve quand même que il n'y a pas trop le lien quand même avec la France. Voilà, je ne suis pas du tout un anti-étranger. Hein, voilà, faut pas. Mais attention, on va faire le non. Enfin, les équipes françaises, j'aime bien quand même les clubs français, j'aime bien quand même qu'il y ait des Français un petit peu, quoi. Ouais, là, c'est surtout dans le staff où oui, il y a Amarassi. Le staff technique, il n'y a personne. Mais l'assistant coach, bienvenue. Kindeki. Voilà, qui est français, mais autrement, c'est tout.
Il y a Nadirifi côté joueur. Non, mais c'est ça. Voilà. Ils vont essayer de reconstruire leur image d'abord par les joueurs. Banjassi est allé à Paris aussi. Oui, il y a Banjassi, mais voilà. Oui, mais enfin, ils vont essayer de prendre maintenant des joueurs pour essayer de se construire comme Monaco. Ils sont quand même minoritaires. Enfin, les Français sont quand même minoritaires. Je parle dans l'ensemble du club. Et ça, il y a deux cas comme ça. C'est eux et Monaco. Mais Monaco, c'est pas la France. Donc c'est le rocher. C'est pas difficile de trouver des JFL monégasques. Non, mais ils sont dans le. C'est la nuance. Ça. Ils sont dans le basket français, mais ils sont pas dans la France. Je suis désolé, c'est un État. Le championnat monégasque, c'est un État indépendant. Limité en termes de niveau, donc ils font les accueille avec. Ils font le championnat d'Europe des petits pays, l'équipe de Monaco. Donc je les mets complètement à part. Je veux dire, alors c'est comme deux particularités. Ils ont construit leur équipe à partir d'une autre équipe allemande. Et deuxièmement, ils n'ont pas de Français. Et d'une licence de Yertoulon. Oui, mais ça ne me dérange pas du tout. Le basket français a besoin d'un grand club à Paris. Et comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas parisien. Même si j'y suis souvent, je ne suis pas parisien. Donc je ne défends pas... Je défends pas ma patrie, mais ça me paraît être une évidence que le basket français a besoin d'une grande équipe à Paris. Tous les décideurs économiques, médiatiques, etc., ils sont à Paris, quoi. Ils ne sont pas au Mans. Messieurs, avant de passer à Roanne, on va faire une petite pause. Il fait chaud, les machines chauffent. Puis on reprend juste après. Ok, donc la pause est passée, on a rempli nos verres d'eau, tout a refroidi, on redémarre. Avec toi, Clément, sur Roanne. Alors du classique à la JD Cholet, pré-saison par contre a priori un peu raté. Et alors il faudra m'expliquer comment Ronald Marsh a pu partir du championnat de France alors que 3 saisons d'affilée en France, meilleur marqueur, il n'y a pas un club qui pouvait lui proposer quelque chose de mieux. Il voulait gravir une autre marche sans doute. Alors oui, mais dans un championnat... Ronald Marsh, c'était... Ok, pardon. Pour Ronald Marsh, oui, il voulait jouer une Coupe d'Europe. Ce sera le cas l'année prochaine. Même si la chorale de Roanne a clairement montré son intention de vouloir rejouer une Coupe d'Europe. C'est en tout cas ce que le président semble affirmer dans les médias ces dernières semaines. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse à ce sujet ? Juste une petite parenthèse. C'est un gros problème du basket, c'est que tu parles justement du fait qu'ils veulent jouer une Coupe d'Europe. En début de saison, on ne sait pas ce qu'il faut faire, à quelle position se classer pour faire une Coupe d'Europe. Alors déjà, il y en a 4. Je répète, quand même, je pense que les gens qui s'ils sont encore là, c'est qu'ils le savent. Oui, s'ils n'ont pas la chance. C'est ce que je me dis, mais... Il faut quand même rappeler que donc il y a une C1, c'est l'Euroleague, on la connaît, c'est pour Monaco et Villeurbanne. Il y a 2 C2 en fait maintenant, parce qu'on sait c'est pas la BCL qui est mieux que l'Eurocup ou l'inverse. Elles sont complètement différentes, mais il y en a 2. Et il y en a une, ça marche que pour invitation, c'est-à-dire que Bourg et Paris ont été choisis, surtout l'année dernière, ont été choisis. Alors qu'ils ne méritaient pas de faire de Coupe d'Europe puisqu'ils n'étaient pas dans le top 8. Et il y a la... Ils ne méritaient pas sportivement, du coup. Oui. Mais enfin, moi, je fais partie de la vieille génération qui pensait que c'était sportivement qu'on devait gagner sa place en Coupe d'Europe. Mais bon, j'ai changé d'avis. Hein. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. Bah oui, enfin là, j'ai quand même du mal parce que donc il y a la BCL où là, c'est plutôt au niveau sportif. Sauf qu'il y avait un accord avec Limoges qui faisait qu'ils étaient qualifiés pour la BCL à condition d'être dans le top 8, mais là, ils n'ont pas été dans le top 8. Et j'ai cru à un moment il l'avait déclaré, que la Ligue, elle ne voulait pas que les clubs français participent à la C4, à la FIBA Europe Cup. Ah oui, mais maintenant, ils participent aussi à la FIBA Europe Cup. Et puis, donc, en début de compétition, ils font le préliminaire donc, de la BCL, mais après, ils sont reclassés dans la FIBA Europe Cup. Bon, écoutez, franchement, et pour la saison à venir, donc la 2023-2024, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour faire une Coupe d'Europe. Donc, je suis d'accord qu'on peut viser une Coupe d'Europe, mais on vise une Coupe d'Europe dans le brouillard. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Pour atteindre l'objectif Coupe d'Europe, il faut déjà être dans le top 8, idéalement, pour valider le créneau, quoi. C'est possible, mais sur ce qu'on a vu de la pré-saison de la chorale de Roanne, c'est quasiment que des défaites, courtes défaites, mais il y en a eu 8 au total.
sur la pré-saison. Antoine Dio nous disait ce mardi que c'était évidemment pas du tout ce qui était prévu de perdre autant sur une pré-saison. Mais que cela dit, il fallait du temps pour intégrer autant de jeunes joueurs américains, parce que quand on parle de 100% recrutement 100% Jean-Denis Choulet, c'est aussi que ce sont tous des jeunes américains quasiment rookies ou presque en Europe, tout simplement. Ça va du tout petit meneur Tavian Don Martin jusqu'au pivot remplaçant, co-remplaçant, on va dire, de Yanis Morin, qui est Cyril Langevin. Voilà. Globalement, tous les Américains sont des incertitudes parce qu'on n'a pas de recul sur leur expérience française. On a du recul sur la carrière de recruteur de J.D. Choulet et voilà. il en a déjà sorti quelques-uns. Ah mais complètement. On sait que l'équipe de 2007, championne de France de la chorale de Roanne, avait quasiment tout perdu en pré-saison. Donc je dis pas que la chorale de Roanne va être championne de France cette année. Et on a quasiment tout gagné avec l'équipe de France en préparation. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de vérité sur les préparations. Une chose sur Roanne pour terminer, c'est le retour d'Antoine Dio, qui dit qu'il a toujours les jambes pour pouvoir jouer à ce niveau-là. On l'a vu sur la fin de la pré-saison. Et sur les playoffs de Betclic Elite aussi l'année dernière avec l'Asvel, puisque sur les derniers matchs et l'élimination, c'était quand même lui qui portait l'équipe de l'Asvel. Intéressant. Point faible, c'est la blessure, la rechute de Maxime Ross, parce que d'une part, elle contrecarre les projets au niveau de l'effectif, parce qu'ils ont déjà grillé leur joker sur un joueur étranger pigiste. Donc ils ont pris le frère d'Odi Anosike pour être le nouveau poste 4 remplaçant. Donc il ne faudra pas trop griller d'autres jokers déjà pour la chorale de Roanne, et ça devrait bien se passer si tout va bien. Ok. Un autre club, mais alors celui-ci par contre ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là, c'est Saint-Quentin. 30 ans. Et ben voilà, donc on va commencer par toi Pascal. L'encyclopédie. Oui, non, j'ai eu le privilège de faire des reportages là-bas. Donc à l'époque de l'âge d'or, on va dire, c'est-à-dire fin des années 80 et tout début des années 90, puisqu'ils sont descendus en 1993. Et à l'époque, il y avait la National 4, donc ils sont descendus en National 4. On leur a pas fait de cadeau, quoi. On a, comme certains, comme Limoges, à qui on a permis de repartir en National 1, c'est-à-dire en 3e division. Eux, c'était en 4. J'ai de très bons souvenirs de Saint-Quentin, de la salle qui était c'est Pierre Ratt, hein, je crois, le nom de la salle, qui était une salle où il y a une partie où il n'y a pas de tribune, mais le reste est quand même extrêmement chaud. Alors moi, je me souviens, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait une fanfare avec une grosse caisse. Alors d'abord, pour les non-initiés, il s'agit de Saint-Quentin en Picardie, hein, et pas en Yvelines. Voilà, et pas en Yvelines. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des derbies aussi avec Gravelines à l'époque, parce que Gravelines était déjà aussi évidemment en première division. Et maintenant, il va y en avoir aussi avec le Portel. Voilà, on a 3 équipes à Paris, en région parisienne, et 3 équipes dans le Nord. Il y en a 3 là-bas. Alors, il y en a 2 quand même qui sont fortement menacés par la descente. Hein. Rappelons, hein, il y a 3 descentes. Le Portel et Saint-Quentin font partie des équipes qui sont menacées. Et c'est à Saint-Quentin que le père de Doncic a joué pas longtemps ? Ou c'est... Non. Non, j'ai pas cette information-là, malheureusement. Le papa de Luka Doncic a joué en France peut-être quelques temps ou pas longtemps, et il me semblait que c'était là, j'avais un doute. Pour compenser notre carence, je propose d'aller regarder ça en Google. Non, pas du tout. Je vais regarder ça sur Basket Europe. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai pu écrire. Voilà. Bon, en attendant, Saint-Quentin a construit un effectif 2023-2024 qui est tout à fait honorable selon leur budget. Melvin Aginsa, qui est meilleur jeune de Pro B, et Mathis Dosouyovo seront les 2 Français évidemment à suivre. Et le maintien de Saint-Quentin passera sans doute par des bonnes performances offensives de ces 2 joueurs. Mathis Dosouyovo, qui était le meilleur marqueur de la pré-saison
de Saint-Quentin. Au-delà de ça, il y a pas mal d'Américains sans grande référence, certains qui viennent de G-League, de NCAA, d'autres de Roumanie. Le meneur, en fait, Tiger Campbell, est sans doute la plus grosse prise de l'intersaison. Julien Mahé, coach qui est sans doute le meilleur coach de Pro B sur les 3 dernières années, mise beaucoup sur Tiger Campbell, qui, je crois, a fait un cursus complet à UCLA quand même, de 4 ans. Donc, on ne parle pas de n'importe quelle université. Voilà. Je n'ai pas de recul sur cette équipe. Oui, on verra. Ça peut être la surprise. Mais voilà, il y a quelques bonnes idées qui me plaisent. Maintenant, il faut que l'osmose se crée. Voilà. C'était Évreux, au fait. Ah, Évreux, Saint-Quentin, désolé. Allez. C'est dans le nord. Ah non, c'est en Normandie. Oui, mais c'est dans le nord de la France, dans la deuxième partie. Au nord de la Loire. Voilà, exactement. Oui, au-dessus de Lyon, quoi. Oui. Dernière équipe de cette présentation de la Betclic Elite. Strasbourg, avec un nouveau cycle. J'ai pas de son Matt Pokora, sinon je me serais permis un petit test, puisque c'est un peu le scoop de la semaine. Et donc Clément, vas-y sur Strasbourg. Matt Pokora va investir, mais la SIG va avoir une nette réduction de budget cette année. Voilà, c'était un des tout meilleurs budgets depuis quelques saisons, et là, il rentre un petit peu dans le rang, j'ai envie de dire. À leur niveau, à leur échelle, parce qu'on parle quand même encore d'une équipe qui va jouer une compétition européenne, soit la BCL, soit la FIBA Europe Cup, selon le résultat de fin septembre du tournoi de qualification. En tout cas, leur équipe, elle est composée toujours de forts JFL, Paul Lacombe, Léopold Cavalière, le retour d'Hugo Invernizzi. Alors, il y a un pari sur Sofiane Bricky qui sort d'une belle saison en Pro B. Mais tous les Américains. En fait, les paris, c'est surtout sur les Américains pour la SIG. Surtout sur les 2 postes intérieurs. Ils ont pris un jeune Britannique qui sort de NCAA, Daniel Akin au poste 4, et Nakie Sanders qui visiblement avait des problèmes physiques et qui a retardé sa pré-saison. C'est jamais très rassurant de commencer une saison avec 2 Américains intérieurs qui sont pas forcément référencés et prêts pour Nakie Sanders. Donc c'est l'incertitude au niveau de la SIG Strasbourg, qui doit être prêt dès fin septembre pour jouer sa qualification en BCL. D'ailleurs, c'est le seul club français qui est présent constamment depuis la création de la PCL il y a 6-7 ans, la SIG Strasbourg. Donc ce serait un petit coup d'arrêt déjà de rebasculer dans une autre Coupe d'Europe. Voilà. Clairement, c'est une équipe qui ambitionne le top 8, mais on peut quand même émettre quelques réserves, avec évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est le changement de coach et donc ce duo italien, Nicola Alberani, directeur sportif, et Massimo Cancellieri, qui vient à Strasbourg pour se relancer. J'espère qu'il ne s'énervera pas trop en Alsace. Et ben justement, c'est l'heure des petits pronostics. Alors, je me permets de mettre Monaco, Asvel premier et deuxième, même si l'Asvel en saison régulière peut très bien avoir quelques soucis comme la saison dernière, mais à voir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous mouilliez sur les potentielles descentes et éventuellement quelques surprises. On va considérer que Boulogne l'année dernière, c'était une surprise de les voir en finale. Là, est-ce que vous voyez un club qui est capable de faire un parcours à la Boulogne, et surtout, est-ce que vous arrivez à me sortir 3 clubs qui seront relégués à coup sûr ou pas? Ce qu'on doit préciser, ce sont des prédictions qu'on a fait à 5 membres de la rédaction, et ce ne sont pas des paris qu'on fait, c'est ce qu'on pense être la logique. Alors évidemment, il y a des équipes, on sent davantage le coach, etc. Mais c'est vraiment basé sur des choses concrètes, quoi, on va dire. C'est pas tiens, on va faire un pari, on va mettre celui-là. Si vous dites trop de bêtises, on supprimera la vidéo au pire. Allez, dis-nous les premiers. Alors, les premiers enseignements, c'est que, évidemment, on a tous mis Monaco numéro 1, 5 sur 5. L'Asvel, évidemment, numéro 2. Et ensuite, il y a un trio qui semble se dégager, en tout cas sur nos prédictions. C'est Bourg-en-Bresse, Paris et Dijon. Les 3 équipes qui, finalement, vont disputer des Coupes d'Europe et qui ont une profondeur d'effectifs qui est plus importante que les autres, et sans doute aussi de talent, puisque
puisqu'il y a quand même dans chaque équipe une ou deux individualités qui risquent de porter l'équipe. Puis voilà, c'est dans la logique des choses de retrouver Paris qui va être le 3e budget de France avec 8,6 millions d'euros de budget prévisionnel. Bourg-en-Bresse qui va dépasser pour la première fois 7 millions d'euros de budget et Dijon qui est un ton en dessous mais qui arrive toujours à construire des effectifs très, très concrets. Il faut quand même préciser, parce que l'année dernière, Bourg-en-Bresse a un peu pataugé quand même les premières semaines de compétition, si ce n'est les premiers mois, que l'Eurocup est extrêmement exigeante en nombre de matchs comparativement à la BCL. Donc quand même, ça peut nuire, parce qu'on parle de Villeurbanne, qui effectivement peut avoir des problèmes en saison régulière. Ce ne sera pas le cas de Monaco, je ne pense pas. Mais Villeurbanne peut avoir des problèmes de disputer quand même chaque semaine au moins 2 matchs, quand ce n'est pas 3. Voilà. Ça rentrera dans la balance évidemment à la fin. Ça peut créer des surprises négatives en fait pour Paris et Bourg. Voilà. Après, c'est aussi les équipes qui ont le plus de puissance financière et qui sont capables de se réajuster pendant la saison. En fait, toutes les équipes dont on va parler pour le maintien, c'est des équipes qui n'ont quasiment pas le choix de faire que des bons paris. C'est la réalité économique du championnat de France, avec la progression quand même globale des budgets. Quand tu es un club de Betclic Elite et que tu as un budget en baisse, dans cette circonstance-là, avec des Asvel et Monaco qui dépassent les 20 millions, enfin, c'est impossible d'exister quasiment. Donc voilà, on va parler sans doute. C'est incroyable de 2 clubs à 20 millions d'euros de budget en début de saison. Vu, c'est ça. Comment dire, il y a 3-4 ans, c'était quelque chose qui paraissait inaccessible. Voire hilarant dans certains cas, je pense que... Oui. Et encore une fois, Parker, il a toujours dit je rêvais trop grand, on se foutait un peu de moi, mais mine de rien, je pense que c'est le premier à avoir dit un jour mon club il aura 20 millions d'euros de budget. Mais il disait encore il n'y a pas longtemps que c'était pour l'instant plutôt du 12-15. Et donc là, il est passé à 20 bien avant. Alors c'est notamment grâce au partenariat avec Faites comme Mézières. Et puis ça coïncide en plus avec l'installation dans la salle. Ouais. Bon, et ensuite le ventre mou, clairement, alors, il est très mou, ça j'ai compris. C'est ça. Dans le ventre mou, nous, on a dans l'ordre, puisque vous aurez à date nos prédictions sur basketeurope.com. Le Mans, Nanterre, Gravelines, Strasbourg, Limoges, Rouen, Boulogne-le-Valois, Cholet, on va dire. Et par ordre quand même bien défini. Dégressif quand même, parce que Boulogne-le-Valois, Cholet... disons que attention à ce qu'il y a derrière quand même. Boulogne-le-Valois et Cholet, c'est les 2 équipes qui commencent la saison avec 9 joueurs pros. Boulogne-le-Valois 10 si on prend en compte le jeune qui complète l'effectif en 10e. On ne peut pas, en se basant sur 9 joueurs, on a vu l'élan Béarnais l'année dernière qui commençait la saison avec 8 joueurs pros, dont des jeunes. Objectivement, on ne peut pas les mettre plus haut à ce moment-là de la saison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se renforcer encore une fois, et ça dépend que des finances du club. Sinon, il y aurait déjà un 10e joueur professionnel. Voilà, donc ça, c'est ce ventre mou-là. Donc là, on en est à quelle place ? Et là, il nous reste 5 clubs qui ont recueilli un peu moins de votes de la part de la rédaction de Basket Europe. Il y a Nancy, Châlons, Blois, Le Portel et Saint-Quentin, dans l'ordre. Alors, tous sont dans un mouchoir de poche. Voilà, Saint-Quentin et Le Portel, en tant que puissance financière, sont liés. C'est un budget limité, voilà, tout simplement. Donc, c'est difficile de se dire ils vont se réajuster s'il y a un mauvais pari. Voilà. Pour Blois, il y a des paris intéressants, ce qu'on a déjà dit. Châlons, ils vont peut-être surfer sur l'euphorie de la montée, un peu comme Saint-Quentin. Toutes ces équipes-là, elles peuvent sortir. C'est pas parce qu'il y a 3 descentes que c'est forcément les 3 plus petits budgets qui vont descendre. Mais il va falloir garder ses nerfs aussi, je pense, parce que comme il y en a 3 qui descendent au lieu de 2, on va voir si les coachs vont être davantage coupés qu'avant. Alors que, aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Ça va couper tôt, ça va changer souvent de joueurs. Je précise juste que je ne fais pas partie de la rédaction, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas participé à ça. J'espère que Nancy sera un poil au-dessus.
À On voir, je fais des pronostics depuis le début du Maxi Basket, donc ça fait Et maintenant tu te trompes tout le temps, 41 ans. Et comme tous les pronostics. généralement, il y a une grosse erreur en haut et une grosse erreur en bas. Enfin, une erreur. Ah, il y aura forcément une surprise. C'est trop simple de dire c'est Saint-Quentin, le Portel et les trois clubs qui ont le plus petit budget qui vont Non, descendre. non. C'est Mais du sport, sans se doute que passe ça pas n'arrivera aussi pas, facilement. bien sûr. Ah, ok, et ben voilà, c'était long cette présentation de la Betclic. Vivement qu'il n'y ait plus que 16 clubs, ça ira plus vite. Non, c'est fou, c'est très bien, 18 clubs. Mais...